dernier exposé invité, Philippe Boucaud, du CREA. Le CREA est un laboratoire de l'Université des Côtes d'Azur, sauf si ça a changé de nom, et, et du CNRS. Philippe est directeur de recherche au CNRS et directeur du CREA. Et on le connaît bien dans cette maison parce qu'il était ex-C2N et même IEF. Ok, donc merci beaucoup pour pour l'introduction. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est à Ariel, au comité d'organisation, au C2N, d'avoir mis sur pied cette manifestation. Je trouve que c'est un moment très important, à la fois de reconnaissance, bien sûr de rassembler notre communauté, mais la reconnaissance aussi du rôle qu'a pu avoir Jean-Yves en tant que scientifique, en tant que directeur de laboratoire, en tant que directeur d'institut, et le rôle structurant qu'il a pu jouer tout au long de ces années, justement, pour ce travail autour de ces hétérostructures, puis boîte quantique, tout ce que vous voulez. Alors, je me suis permis aussi d'associer donc à ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plus un point plus particulier qu'il y a un petit focus autour de ce qu'on appelle les transitions intrabandes, transitions inter-sous-niveau dans les boîtes quantiques. Donc, d'associer certaines personnes. Alors, il y a plein de gens qui ont contribué à ces travaux, bien entendu, hein, mais avant tout, mettre en avant le travail réalisé par Sébastien Sauvage, là, qui est au C2N, un travail de titan autour de ça. Remercier Aristide chaleureusement pour la fourniture continue des échantillons qu'il a pu nous apporter. On a fait beaucoup de choses aussi avec un des grands instruments, j'y reviendrai, qui s'appelle le laser Clio. C'est un laser qui était dans la vallée à Orsay, bien sûr. Et donc, c'était Jean-Michel Ortega, qui est laboratoire chimie physique, qui était en charge de cette infrastructure. Et puis, je tiens aussi à remercier chaleureusement Jean-Michel Gérard pour son accompagnement sur tous ces travaux. C'était pas nécessairement au cœur de l'électrodynamique quantique en cavité qui était cher, hein, bien sûr, mais avec toujours cette bienveillance autour de ces sujets qui étaient extrêmement précieuses. Ok. Euh, peut-être que ça marche uniquement comme ça. Donc, effectivement, donc bon, un papier, une image qu'on va revoir beaucoup dans ces journées. Donc, je le mentionne aussi à titre personnel parce que finalement, c'est au moment où ça a été publié, ça a aussi été moi les premiers moments où j'ai eu des premiers contacts, on va dire, avec Jean-Yves, hein, parce que bon. Je connaissais pas nécessairement la personnalité auparavant. Je me permets d'ailleurs de mettre un peu cette photo qui, pour moi, est un peu une photo mythique qu'on se distribuait entre membres des équipes à cette époque, parce qu'il n'y avait pas tant d'images de microscopie à force atomique qui étaient disponibles, hein, qui étaient un petit peu dilatées. Et à travers ça, ce que je veux dire, d'abord, c'est avec ses premières rencontres avec Jean-Yves, c'était aussi la reconnaissance de la capacité qu'il avait, comme tout très bon scientifique, de vous convaincre que les sujets sur lesquels il travaille sont des sujets d'importance et des sujets intéressants. Et ça, c'est quelque chose, c'est une qualité que vous avez tous, mais qu'il avait aussi avait été capable d'amener à très haut niveau. Alors, il y a aussi une question qu'on peut se poser, enfin, que moi souvent je me pose, c'est pourquoi on a mis tant d'énergie, nous tous, vous individuellement, à travailler sur ces sujets, sur ces boîtes quantiques, ces propriétés optiques, etc. Pas quelque chose de complètement trivial. Alors, pour on est aujourd'hui ici un peu pour célébrer un petit peu, enfin, on va dire une rupture technologique. Des ruptures technologiques, il y en a eu plein, hein, vous vous en doutez bien, au cours des années. Donc Claude nous a fait un superbe exposé un peu historique. Je me permets de remonter encore un petit peu plus en avant, plusieurs milliers d'avant, et de mettre en avant la similitude finalement sur ce qu'on fait par rapport à la rupture qu'a été la métallurgie il y a plusieurs milliers d'années puisque c'est à partir de là, on a commencé à parler de fonderie, finalement. Donc, c'est très proche de la fonderie de nos semi-conducteurs. Et puis, c'est surtout, donc, c'était d'abord la capacité de prendre un matériau brut et de le transformer, comme on peut le faire avec nos, nos semi-conducteurs maintenant. Donc, ce sont les fonderies des semi-conducteurs. Et puis aussi, cette fascination, d'abord, qu'il y a pu y avoir autour du rayonnement, de l'émission, de l'émissivité, la luminance de ces matériaux. Donc, bien sûr, c'est super beau à voir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on apprécie tant de regarder les boîtes quantiques. Je vais aller jusque dans le proche infrarouge. Mais c'est surtout, ça a été l'occasion aussi d'une rupture conceptuelle.
aussi. C'est cette manière de voir qu'on est capable de maîtriser les matériaux, capable d'en prendre le contrôle. Et donc, ça a été aussi une manière de penser différemment. Et notamment, donc, je mets en avant un excellent ouvrage. Si vous êtes un petit peu féru d'archéologie, de biologie, de métallurgie, donc qui est écrit par Nissim Hamzalag, qui est vraiment passionnant à lire, où il met en avant un peu cette historique de cette métallurgie et sa contribution aussi finalement à l'avènement des monothéismes, donc des choses qui sont quand même extrêmement importantes. Et je pense qu'aussi d'aller travailler sur les propriétés optiques, c'est aussi se poser des bonnes questions et pouvoir voir les choses différemment. Alors, il y a aussi un autre point que je voudrais partager avec vous avant de rentrer dans le détail un petit peu des transitions intra-bandes. Il y a quelque chose qui traverse notre communauté où finalement on célèbre aujourd'hui les boîtes quantiques épitaxiées et vous savez tous que finalement le terme anglo-saxon consacré, c'est plutôt celui de quantum dot. Alors, il y a eu des essais de la part de Jean-Michel et Jean-Yves parfois d'écrire des papiers en disant des quantum boxes, mais finalement, ça n'a pas été repris. Donc, c'est comme ça. Voilà. Et quelque part, je pense que, alors, je me doute bien que Jean-Yves était féru aussi de culture mathématique. Je voudrais vous mettre en avant un article vu récemment sur le journal du CNRS. Alors, c'est dans des domaines mathématiques complètement différents, sur les travaux de Grothendieck, mais où il a aussi, lui aussi, beaucoup promu ces idées de points. Et quelque part, quand on parle de points, on a plutôt la capacité à indiquer qu'on va faire un pont entre les différents sujets. C'est-à-dire qu'on va chercher quelque part à aller au-delà simplement du petit objet, mais d'essayer de connecter beaucoup plus de concepts qui peuvent être associés avec ça. Et je crois probablement que le terme point quantique anglo-saxon, les quantum dots, est beaucoup plus approprié pour illustrer la richesse des objets que l'on a pu étudier ensemble avec ce que nous, on appelle les boîtes quantiques et surtout la capacité d'aller vers des nouveaux sujets. Voilà. Alors, je le dis d'autant plus que, étant, comme l'a dit Ariel, au CREA, donc il y a une personnalité, Jean-Marc Lévy-Leblond, euh, je participe parfois à des colloques, et qui insiste beaucoup sur cette refonte épistémologique, parce que la manière dont on a parlé des choses, ça dit beaucoup après de la manière dont sur lesquelles on va se les représenter et sur la manière dans laquelle on va les appréhender. Et je crois peut-être que on devrait plus prendre la dimension du point quantique plutôt que de la boîte quantique dans tout ce que pour parler de nos sujets. Bon, maintenant c'est tellement ancré que ça va être très difficile. Voilà. Alors, je reviens maintenant un petit peu sur ce qu'on a appelé les transitions intrabandes, transitions internes sous-niveau. Donc, vous avez tous vu que quand vous avez du confinement, donc il y a des niveaux discrets qui apparaissent. Alors, si c'est des puits quantiques, vous allez avoir des bandes, des sous-bandes. Si c'est dans le cas de boîtes quantiques, ben là, on va avoir des états isolés. Donc, évidemment, ce qui permet d'être fait lorsqu'on va avoir des boîtes quantiques, ben, plutôt que de regarder les transitions entre les états de conduction, les états de valence, on va pouvoir avoir accès peut-être aux transitions uniquement entre les états confinés de conduction pour les électrons ou pour les trous. Alors, il peut y avoir des transitions entre les niveaux liés vers le continuum, la couche de mouillage, tout ce que vous voulez, ou bien des transitions entre les niveaux confinés au niveau de la valence, au niveau des électrons. Surtout, on va pouvoir aussi avoir accès à des transitions à moindre énergie, parce que typiquement, suivant les tailles des boîtes, on peut faire varier ces énergies de transition entre quelques dizaines, quelques milliers quelques dizaines de milliers EV, une centaine de milliers EV. Voilà. Alors ça évidemment, ça avait d'abord été beaucoup étudié en termes sur les puits quantiques et ça a été mis en évidence donc en 1985 par Larry West. Là, vous avez cette référence qui a pu observer donc des transitions dans l'infrarouge entre le premier niveau confiné et le deuxième niveau confiné de son puits quantique, des transitions qui étaient polarisées perpendiculairement à ce plan des couches et qui donc finalement nous ouvraient d'autres perspectives, notamment puisque du fait de leur énergie, d'aller regarder dans l'infrarouge et pourquoi pas chercher à les exploiter pour un certain nombre de composants. Alors c'est effectivement ça a été fait. Alors
ça avait été déjà fait précédemment, avant d'aller vers les puits quantiques, sur des couches d'inversion. Je pense que Claude l'a mentionné, et il avait peut-être d'ailleurs des références plus historiques que celles que je vous mets en avant ici. Donc, effectivement, il y a peut-être des choses à ajuster autour de ça, mais tout ça pour dire qu'en fait, tout ce travail qui a été fait sur ces transitions intrabandes, il a d'abord commencé finalement dans ces couches d'interface, dans différents types de matériaux. Il tient d'ailleurs à souligner les contributions en termes de calcul. Bon, il y a ceux d'Ando qui ont été mentionnés précédemment, mais aussi ceux de Borge-Winter, qui nous fait le plaisir d'ailleurs de venir encore régulièrement au CREA actuellement, et c'est très sympathique de continuer à le voir au sein de notre communauté. Voilà, alors évidemment, avant de parler des boîtes quantiques, ça a donné ces observations de transition intersous-bande dans les puits quantiques a donné lieu à une très forte effervescence d'une communauté, notamment pour tout ce qui concerne la détection infrarouge. Alors, à la fois au niveau de Bell Labs avec Levin, mais je tiens aussi à souligner le travail monumental qui a pu être fait ici sur le plateau de Saclay, alors sous l'impulsion d'Emmanuel Rosencher, mais aussi de Philippe Bois, d'Éric Costard et bien d'autres, donc pour développer ces caméras infrarouges. Donc je me suis permis de prendre des extraits d'images qui avaient été présentées par Philippe Bois pour une journée en hommage à Emmanuel Rosencher. Mais au moment où donc il y avait cette activité autour des boîtes sur la détection, il y a aussi eu, bien sûr, l'idée d'utiliser ces transitions intersous-bandes, non pas en absorption, mais en émission. Et c'est ça, en 1994, donc la même année du papier sur les boîtes uniques publié par Jean-Yves, où il y a eu la démonstration de ces lasers à cascade quantique, qui ont d'abord sur INP, qui ont ensuite été suivis par un travail chez Thomson Thales sur les puits quantiques en GAS. Et puis maintenant, au C2N, vous avez des hyper spécialistes. Raphaël, je ne sais pas s'il est dans la PS, autour de ce type de laser. Alors, en ce qui concerne les boîtes quantiques, donc effectivement, les premiers pas qui ont été faits pour regarder un petit peu ces transitions intra-bandes ou inter-sous-niveau, elles ont été faites par plutôt dans le groupe de Kotaos en Allemagne, sur des boîtes épitaxiées par Pierre Petroff. Voilà, suivant ce schéma-là qui a ensuite été beaucoup repris, où on dépose un métal en surface qui permet en fait de contrôler le dopage qu'on peut injecter au niveau, la population de porteurs qu'on peut injecter dans les boîtes. Et vous voyez que si on est un petit peu dans le lointain infrarouge, on peut observer des transitions qui vont pouvoir se décaler en fonction du champ, en fonction de la population. Donc, on est dans le lointain infrarouge, c'est toujours mieux quand on met une petite flèche en général pour indiquer ce qu'on a besoin d'observer. C'est pas toujours complètement trivial, mais c'est bien là. Il y a pas de souci. Voilà. Et donc, c'est sur la base un peu de ce cadre, de ces travaux sur les puits quantiques, etc., qui est venue l'idée, pourquoi pas essayer de regarder ça avec des boîtes quantiques, donc épitaxiées, donc au CNET, et enfin en fouillant dans les publications pour préparer cette présentation, je suis très content de voir que le premier papier que l'on a pu faire sur le sujet, il a été co-signé avec Jean-Yves. J'en ai pas nécessairement le souvenir absolu, voilà. Et donc, dans un premier type d'expérience, on a pu donc observer ces absorptions dans l'infrarouge, dans ces boîtes quantiques, les règles de polarisation qui sont différentes. On peut absorber en parallèle avec le plan des couches, contrairement au perpendiculaire des puits quantiques, des transitions entre états liés, des transitions vers le continuum. Voilà. Et puis la deuxième étape, ça a été bien sûr de passer à des boîtes qui soient directement dopées, alors plutôt N ou ensuite d'OPP, qui a été fait peu de temps après, hein, bien entendu. Et donc ça a ouvert beaucoup de choses, parce qu'une fois qu'on est capable de maîtriser la population, de mettre un électron, deux électrons dans la boîte, effectivement, on s'ouvre la possibilité d'aller regarder de manière assez fine, un petit peu faire de la spectroscopie de ces boîtes quantiques. Alors, c'est de la spectroscopie d'absorption. On a fait plein de choses aussi autour des non-lignes interoptiques résonantes, en double résonance, en triple résonance, de deuxième, troisième ordre, etc. Et avec, bien entendu, on n'était pas les seuls à travailler sur ces sujets, hein, un certain nombre aussi d'autres contributions de collègues aux États-Unis autour
d'abord, dans un premier temps, pour l'idée d'utiliser ces transitions pour faire de l'absorption et de voir un petit peu en photodétection. Il y a aussi un autre point sur lequel il y a eu beaucoup d'activités, je vais un peu y revenir, c'est aussi de se rendre compte que finalement, ben, on a ces états discrets, ces transitions qui sont bien identifiées, et puis on peut aller un peu exciter ça avec des sources laser pour aller regarder, essayer de mesurer des temps de vie, des temps de relaxation autour de ces niveaux. Alors les premiers travaux qu'on en a pu faire, donc c'était plutôt des effets de saturation. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'important et c'est là où je tiens à souligner là aussi la contribution de Jean-Yves indirecte à ce genre parce que de travaux. C'est-à-dire que pour arriver à faire rapporter ce type d'expérience ou d'autres types d'expériences. Il y a vraiment besoin d'un environnement de structure de recherche. Et il y en a un qui est assez exceptionnel, vous le savez tous ici, autour de ce plateau de Saclay ou de Sabalé, où il faut à la fois pouvoir combiner ben, des grands instruments. Alors, dans notre cas, c'était plutôt le laser à électrons libres à Clio, mais vous avez aussi accès à Soleil et à plein d'autres choses. C'est aussi d'avoir effectivement l'environnement propice pour produire ces échantillons, ces réacteurs d'épitaxie. C'est d'avoir tout ce process disponible. Et je crois que Jean-Yves a vraiment eu un rôle essentiel, fondamental pour notre communauté dans la consolidation, la défense régulière de ces infrastructures de recherche. Et je crois que c'est là aussi, quelque part, où il a laissé sa trace à la fois sur l'ensemble des papiers qui ont pu être publiés par nous tous. Ça alors, évidemment, quand vous regardez ces boîtes quantiques, vous êtes amené à regarder ces états excités, ce premier état confiné S, premier état excité P, les états D, etc. Vous avez envie de les décrire de manière un peu fine, parce que finalement, si vous regardez que la transition entre le fondamental de conduction et de valence, bon, bah, c'est deux états S, voilà, il y a plein de subtilités, mais voilà. Et donc, ça a aussi stimulé beaucoup de travaux de modélisation, alors qui ont été faits, notamment alors, un travail de titan fait par Sébastien Sauvage autour de ça, mais il y avait aussi avec la contribution essentielle de Guy Fishman, qui a été, bien sûr, qui est venu de Grenoble à l'IEF, et puis ensuite au niveau du CESE2N, de pouvoir développer les théories capées pour bien décrire tous ces objets, ces boîtes quantiques, alors d'abord en 8 bandes, en 14 bandes, en 30 bandes, enfin ça s'arrête plus à la fin pour aller essayer à regarder justement finement un petit peu comment se comporte l'ensemble de ces états. Donc ça a été aussi, à travers ces transitions interce-niveau, cette besoin d'aller mieux décrire ces états excités. Voilà. Et donc, j'en viens peut-être au sujet peut-être le plus important sur lequel ces transitions intrabandes ont eu une contribution pour les boîtes quantiques. Donc, ben Claude en a parlé beaucoup. C'est que effectivement, à un moment, c'est beaucoup posé au niveau dans la communauté. Dès 1990, avec Gérald Bastard et très rapidement après également avec Henri et Claude, se dire que finalement, bon, finalement, avec ces objets, avec ces états discrets, il y avait un sujet au niveau de la relaxation à l'intérieur entre les niveaux de ces boîtes quantiques. Donc on comprend bien implicitement que si les écarts d'énergie correspondent pas aux phonons, aux mécanismes de relaxation standard, que ce soit les phonons acoustiques, phono-optiques, quelque part il y a quelque chose qui peut être un petit peu bloquant. Et donc effectivement, ça posait question et c'était identifié qu'on pouvait s'attendre à avoir des temps de relaxation longs, extrêmement longs, infiniment longs, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est là où, finalement, je pense que par rapport à ça, donc il y a de mon point de vue, je considère comme une contribution la plus essentielle, la plus majeure, qui est venue alors, du LPMC, LPA, LPNS, vous l'appelez comme vous voulez maintenant, effectivement, alors à la fois sur les aspects expérimentaux dans le groupe de Yves, et puis sur les aspects théoriques qui sont apportés par Robson et, euh, et Gérald, c'est de savoir que se rendre compte que finalement, non, on n'a pas des électrons d'un côté et des phonons, la matrice isolée, mais qu'en fait, il y a un mécanisme de couplage fort qui conduit à la formation de particules mixtes électron-phonons qu'on va appeler des polarons, et donc qui change complètement la manière d'appréhender et de voir ces transitions intersous-niveaux, puisqu'on ne va pas regarder, c'est pas des transitions entre deux porteurs, c'est des transitions finalement de polarons où
il y a des états qui ont des poids différents suivant les écarts d'énergie sur les composantes phonons ou sur les composantes d'électrons. Et donc, la première mise en évidence expérimentale a été faite donc, à l'ENS. Alors, dans le premier article, on parlait plutôt de polarons avec des durées de vie extrêmement longues, on va dire everlasting. Bon, après, il y a eu beaucoup plus de détails qui ont été faits pour aller regarder un petit peu quels pouvaient être ces temps de vie de ces polarons. Et je crois que c'est là où on a été très content de pouvoir justement en bénéficiant des infrastructures qui étaient présentes ici dans la vallée ou sur le plateau, de pouvoir expérimentalement, en utilisant ces lasers infrarouges picosecondes, de pouvoir mettre en évidence que effectivement, on avait à l'intérieur des boîtes, quand vous passez de l'état S vers l'état P et que vous regardez la relaxation, on pouvait observer des temps longs, puisque là, plutôt que de parler de picosecondes dans les puits quantiques, là, on parle plutôt dans ces écarts d'énergie de l'ordre de 50, 60 picosecondes, donc c'est déjà significativement beaucoup plus long. Et puis, c'est surtout de voir cette dépendance en fonction des écarts d'énergie par rapport à l'énergie du phonon Hello standard qu'on connaît dans GAS, et de se voir que plus le poids de la composante phonon dans le polaron était faible, plus le temps d'énergie, plus le temps de relaxation, pardon, se mettait à augmenter. Donc je crois que ça, c'est vraiment un apport essentiel qu'a pu avoir ces transitions internes sous niveau de pouvoir identifier un petit peu d'abord de mettre en évidence ce rôle des polarons et de pouvoir mettre en avant les temps longs qui étaient accessibles pour les relaxations en fonction des différents écarts d'énergie. Alors, on n'a pas été les seuls, bien sûr, à faire ce type de travaux. Nos collègues de Sheffield, aussi en collaboration avec les gens de l'ENS, ont fait beaucoup de choses aussi un petit peu après, avec beaucoup plus de points. Mais vous voyez, la tendance est toujours là. Et puis, évidemment, il y a toute cette richesse qui a pu être apportée ensuite. Ben, vous avez vos boîtes, vous en faites des plus ou moins grosses, donc les écarts d'énergie peuvent être plus ou moins importants. Et donc, il y a aussi eu tout un travail qui a été fait dans le lointain infrarouge pour essayer de regarder juste analyser les effets de relaxation qui impliquent non pas les phonos optiques, mais aussi uniquement les phonos acoustiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui illustre toute la richesse qu'on peut avoir avec ces boîtes. Alors, quelque part, un peu le sentiment que peut-être ça n'a pas été complètement exploité, parce que la plupart du temps, finalement, vous pouvez décrire vos boîtes quantiques sans prendre en compte tout ce formalisme de Polaron. Pourtant, il est toujours là, il est toujours présent, et c'est quelque chose, peut-être qu'il faut ne pas oublier, en tout cas. Alors, il y a eu des propositions aussi qui ont pu être faites avec Sébastien, d'essayer d'observer un peu, voir un peu des analogues des lasers à cascade quantique, de voir des lasers à polarons. Voilà, vous avez un exemple de schéma ici, il peut y en avoir d'autres, hein, sur la base de lasers rubis, de pouvoir exploiter justement ces différents temps de relaxation dans les systèmes. Bon, à ma connaissance, ça n'a pas été mis en évidence expérimentalement. Là, c'est du pompage optique. Il y a effectivement un enjeu majeur de pouvoir injecter dans les niveaux excités de manière propre pour ce type de boîte quantique. Voilà. Alors, il y a aussi un autre élément extrêmement important, bien sûr, qui a animé la communauté, c'est d'aller vers la boîte quantique unique et voir ces propriétés de la boîte quantique unique dans le proche infrarouge ou dans le visible. Là, alors, si vous posez un petit peu, juste, vous vous dites, je prends une boîte, si j'arrivais à bien isoler une seule boîte et je veux regarder vers 10 microns ce qu'elle va absorber, a priori, vous rendrez vite compte que les chiffres vous disent que vous n'allez pas pouvoir observer cette absorption. Alors, ça, c'est la merveille après des couplages, des techniques de champ proche. Hein, il y en a plein qui existent, mais je crois qu'on a été aussi hyper content de pouvoir avoir pu porter ce projet, de pouvoir essayer d'observer l'absorption de boîtes quantiques uniques dans l'infrarouge, donc pour des excitations vers 10 microns de longueur d'onde, et en couplant ça avec un AFM, en regardant les déformations que pouvaient apporter les impulsions optiques picosecondes fournies par le laser Clio, de pouvoir finalement faire une imagerie d'absorption à 10 microns avec des résolutions de l'ordre d'une centaine de nanomètres. Donc, pouvoir exploser un peu les limites de diffraction, évidemment. Mais ça, vous le faites tous au quotidien avec vos boîtes quantiques, on va dire en interbande. Mais là, on avait aussi pu le faire aussi en intrabande et c'était quelque chose d'extrêmement stimulant d'arriver à faire ça.
Alors, là, je vous ai parlé de travaux qu'on a fait sur les boîtes INAS, GAS. Il y a eu plein d'autres matériaux qui ont été observés aussi pour leur transition intrabande. Ça concerne les boîtes quantiques SIGE, INP, beaucoup de choses autour des boîtes quantiques nitrure. Euh, euh, je crois qu'il y aura un exposé cet après-midi aussi. Je tiens à souligner aussi les multiples contributions qui ont été apportées au sein du C2N par l'équipe de François Julien, des fois avec le CREA, des fois avec les équipes grenobloises autour de ces sujets. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a aussi avec Maria. Et puis la tendance actuellement, c'est plutôt d'aller vers les nanocristaux. Donc alors initialement, je crois qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur des nanocristaux dans l'infrarouge pour avoir l'intrabande dans l'équipe de Guyot-Sionnet. Et puis c'est repris, je crois qu'Emmanuel, je me semble l'avoir aperçu dans la pièce tout à l'heure, par Emmanuel, lui lié à l'INSP, qui maintenant développe énormément de choses justement sur la détection infrarouge en utilisant ces boîtes quantiques colloïdales. Donc avec l'idée de faire peut-être des photodétecteurs à bas coût, fonctionnant à température, sur une très large gamme spectrale. Parce que finalement, il n'y a pas eu de démonstration de matrice de photodétecteurs à boîte quantique plus performante que celle des puits quantiques. Peut-être pour des raisons qu'il n'y a pas eu assez d'investissements d'énergie qui ont été mis sur le sujet, puisque bon, c'est un peu aussi aller vers plein d'autres sujets, mais peut-être que finalement c'est quelque chose qui va réémerger à travers les nanocristaux. Et puis, dernière chose que je tiens à partager avec vous, c'est que finalement, il y a cette motivation initiale, il me semble, alors peut-être qu'il y a d'autres gens qui pourront en parler beaucoup mieux que moi, ce n'était pas d'essayer d'observer des boîtes quantiques, c'était simplement de faire des puits quantiques ultra fins, simplement de voir, ouais, ok. Alors il se trouve que bon, ça s'est pas passé exactement comme prévu, puisque finalement il y a quelque chose de plus qui est arrivé, mais cette capacité à faire des puits quantiques ultra fins, et je crois que effectivement beaucoup d'entre vous, notre communauté maintenant, elle a aussi évolué, puisque finalement c'est ce que l'on, alors même si on connaissait avant les matériaux lamellaires, c'est ce que l'on fait maintenant en allant faire ces épitaxies de matériaux 2D. Donc, aller justement, peut-être ce qui était la motivation initiale en 1985, de faire des choses ultra fines pour aller juste vers la monocouche. Et là, je vous montre un exemple de résultats récents qui ont été obtenus au CREA sur le dépôt de TMD par épitaxie par jet moléculaire sur des substrates GAN avec des superbes images qui sont prises par Yelena en thème, par Yelena Florea, qui a été sur le plateau assez longtemps, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui finalement, donc c'est une sorte de continuité de ce travail initial 40 ans plus tard. On a la démonstration finalement de cette maîtrise de la monocouche par épitaxie. Voilà. Et puis, alors, bien sûr, une fois que ces matériaux 2D, ben maintenant, vous avez des papiers qui traitent des transitions intersous-bandes dans des hétérostructures de Van der Waals, diverses et mariées. Puis après, vous pouvez combiner ça avec les techniques de champ proche, je vous ai parlé précédemment, etc. Puis, bien sûr, il y a plein d'autres travaux sur les boîtes quantiques de graphène, du terahertz, etc. Voilà. Donc, je voudrais terminer pour remercier Jean-Yves, franchement, sincèrement, du fond du cœur, à la fois sur l'impulsion scientifique qu'il a pu apporter sur l'ensemble des travaux, pour nous, pour vous, je pense que ça a été extrêmement essentiel. Dans sa défense inlassable des infrastructures de recherche, ça s'appelait ça le RTB, le RNATech, etc., sans lesquelles, évidemment, on aurait beaucoup de mal finalement à pouvoir prospérer et développer nos activités. Donc je crois il a eu une contribution là-dessus essentielle pour avoir évidemment mis sur pied cet environnement, alors ex-L2M, LPN, etc., qui est d'une richesse exceptionnelle. Je pense que ayant pris du recul, n'étant plus directement sur le plateau, je me rends compte à quel point oui, il y a une densité de cerveaux, de connaissances, de techniques qui sont assez exceptionnelles. Bien sûr, avec son impulsion qu'il a donnée pour créer ce C2N, je crois que vous pouvez tous en être extrêmement fiers. Et puis, peut-être quelque chose que vous connaissez un peu moins, vous savez, le CNRS a des directeurs scientifiques en région pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe au siège, etc. Alors bon, c'est un rôle assez ingrat. Jean-Yves l'a été pendant un moment sur la Côte d'Azur.
Et ça faisait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais au moins interagir et qui comprenait à peu près ce que je lui racontais. Parce que le problème, le charme de ces directeurs scientifiques, des fois, c'est qu'ils sont complètement hors de votre domaine thématique. Et alors, évidemment, bon, ils sont très, très sympathiques, mais bon, il y a des interactions. Mais franchement, voilà, merci à Jean-Yves. Et je pense que c'est un très beau moment qui lui est offert aujourd'hui et qui est important pour lui, pour ses proches, pour notre communauté. Merci à tous. Merci beaucoup, Philippe. Ça a bouclé plusieurs boucles avec ce qui était présenté avant, y compris les bottlenecks et autres. Et des questions. Isabelle a une question. Non, non, c'était pour dire que Léon était là. Tu présentais le papier de Léon et Jean-Yves. Je pense que Léon, il est là. Ah. Mhm. Non, je suis très content qu'on ait le même point de vue sur le nouveau départ des boîtes quantiques, des nanocristaux Oui, autosupportés en solution, etc. oui, Je crois que c'était bien trop peu étudié. Il y a certainement oui, beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc on oui. se rejoint tout à fait, hein. Oui, alors je pourrais apporter une touche personnelle, Oui, enfin, après, qui peut être assez polémique. Le prix Nobel est allé vers ces boîtes colloïdales. À titre personnel, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de richesse qui a été faite autour des boîtes quantiques auto-assemblées dans sa physique, dans ses études, que pour les boîtes quantiques colloïdales. Donc ce sera peut-être un avenir pour les transitions intersous-niveau, c'est tout à fait juste. Mais c'est vrai qu'il y a une petite frustration quand même de ne pas avoir cette communauté euh, qui a travaillé de manière si intense autour de ces boîtes quantiques auto-assemblées, ne pas être reconnue parce que je trouve qu'il y a plus de richesse derrière ça. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Et puis on m'a pas demandé mon avis de toute façon. je peux un peu répondre. Il n'y a que la place pour 3 prix Nobel sur un sujet donné. Et le problème des boîtes auto-assemblées, c'est que les lasers euh, à boîte peinent encore à trouver un marché. Il y a 2, 3 entreprises qui produisent des lasers télécom, mais c'est encore assez limité. Je crois que c'est ça surtout qui a pesé. Philippe, moi j'avais une question parce qu'effectivement les polarons, on les oublie en permanence et on vit très bien sans. Et en fait, je comprends pas pourquoi on vit très bien sans, mais on vit très bien sans. C'est-à-dire que est-ce que du fait qu'on fait de l'excitation résonante, enfin, comment tu expliques que finalement tous les gens maintenant qui utilisent des boîtes quantiques uniques pour faire des systèmes quantiques, etc., peuvent s'affranchir de la description du couplage assez phono-optique par les polarons? Alors, premier niveau de réponse, indépendamment des polarons, il y a plein de sujets sur lesquels on peut ne pas avoir conscience de ce qui se passe et on vit très bien sans. Et on fait des erreurs magistrales parce qu'on n'a pas conscience de ce qui se Justement, passe. c'est ça la question. Donc, mais ça n'empêche pas, effectivement, il y a un cadre plus simple euh, qui fonctionne bien, mais qui empêche parfois de se poser les bonnes questions. Alors, le fait est, peut-être que Gérald sera beaucoup plus pertinent pour moi de répondre à ça. C'est que effectivement, j'ai un peu le sentiment que là où la communauté est focalisée, ce rôle des polarons a pas l'air d'être si euh, critique. Mais pourtant, même en intermonde, Robson, je pense que tu as écrit beaucoup de papiers autour de ça. Ça a un impact. Mais je crois que c'est plus une facilité qu'on se donne, parce que ça rajoute une surcouche, évidemment. Mais en oubliant ce rôle essentiel de ce couplage avec ces phonons, enfin au-delà des ailes de phonons, etc., de ce couplage fort, je crois que on passe éventuellement à côté d'effets qui peuvent être encore plus à gratter. Alors ça doit être sûrement être des effets fins. C'est pas les effets qui vont peut-être être limitants, mais on s'interdit d'aller explorer toute une branche. Hop, je te donne la parole. Je crois que tu es le plus. Bah, merci. Je crois que l'essentiel a été dit. Je pourrais peut-être juste ajouter le fait que finalement, les polarons ont pris de l'importance puisqu'on a pu démontrer que ça devenait un couplage fort, euh, contraire à tout ce qu'on a dans les massifs, puis quantiques, etc., mais affectant des états excités. Or, lorsqu'on travaille sur les états fondamentaux, cet effet polaron-optique, phono-optique,
il est très atténué par un effet de différence de niveau de résonance électronique. Or, il faut peut-être ajouter aussi, ce qui a été déjà mentionné, le fait qu'un couplage non résonant existe également pour l'état fondamental électronique avec les phonons acoustiques. Donc, ce sont les ailes de phonons dont Valia a parlé. Dans les deux cas, on est obligé d'aller au-delà du couplage purement faible, mais voilà, si on est dans le fondamental, il n'y a pas de polarisation phonologique.